Le marché immobilier est-il au bord du blocage? Vous l'entendez depuis plusieurs mois, acheter devient chaque jour plus compliqué. La faute au taux d'usure qui bloque le financement et au prix qui continue de grimper. En parallèle, les taux se resserrent sur les bailleurs. Entre gel des loyers et transition énergétique, l'investissement locatif est-il toujours intéressant? Crédit, prix, taux, location, on vous dit tout sur la nouvelle donne immobilière. C'est le sujet de ce Point Immo, saison 2, épisode 1. C'est parti. Et ça fait du bien d'être de retour en plateau. Je présente tout de suite les trois invités qui seront avec nous. Elle était anciennement gérante de fonds, ancienne conseillère en gestion de patrimoine. Elle a depuis créé son propre cabinet de conseil en immobilier. Marie Laguerre de l'immobilière Beryl, est avec nous. Bonjour Marie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, si vous deviez dire en un mot vos projections pour le marché immobilier d'ici la fin de l'année, lequel ça serait? Turbulence. Turbulence. Voilà. Ok. En visio, nous avons deux experts du marché immobilier. Le premier est président de la FNAIM, la Fédération nationale des agents immobiliers. Il arrive avec tout plein de chiffres sur les prix, sur les ventes, sur les locations. Il va tout nous dire et vous allez voir que sur les prix, il y aurait peut-être un petit peu de ralentissement. Bonjour Jean-Marc Torolion, merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Jean-Marc, même question pour vous. Si vous deviez résumer en un mot vos projections pour le marché immo. Prudence. Prudence, et enfin pour terminer, il explique la méthode de calcul du taux d'usure mieux que personne et pour cause, on l'a beaucoup entendu, l'a critiqué ces derniers mois. Il est président du réseau de courtiers CAFPI, Olivier Landrevier est avec nous. Bonjour Olivier, même sort pour vous, en un mot vos projections pour le marché immo. Bonjour Gaëtan, atterrissage. Atterrissage, eh bien on va pas beaucoup rire aujourd'hui. On commence tout de suite avec la première partie, on va parler des prix. Et pour parler des prix, je me tourne vers vous, Jean-Marc Torolion. Alors en juillet, la FNAIM publiait son dernier baromètre du marché qui nous donnait quelques chiffres intéressants. 1 200 000 ventes sur un an, 7,1% de hausse de prix sur un an également. Quand on entend ces chiffres, on a presque envie de se dire finalement tout va bien. Oui, alors évidemment, l'activité est un indice intéressant. Il faut savoir que la France, c'est le pays le plus dynamique d'Europe en termes de nombre de ventes après la Grande-Bretagne. C'est aussi évidemment une hausse des prix qui a été généralisée, et c'est ça qui est intéressant sur tout le territoire, et en particulier soutenue sur les villes moyennes, sur les banlieues des grandes villes et sur les zones rurales. Néanmoins, quand on regarde un petit peu les dernières évolutions, puisqu'on a les évolutions maintenant au 31 juillet, cette hausse des prix, elle décélère nettement et retenons qu'à Paris, sur un an glissant, c'est même moins 3%. Donc, on a eu, Olivier disait, atterrissage. Je pense qu'on est en train, effectivement, et on verra pourquoi, on est en train d'atterrir sur les prix. Mais retenons quand même que, encore sur 12 mois glissants, le nombre de transactions s'établit à 1 150 000 hein, au 30 juin 2022. Ça reste quand même assez exceptionnel puisque nous considérons qu'au-dessus d'1 million de transactions, le marché est quand même, pas en surchauffe, mais dans une très belle dynamique. Alors justement, vous parlez de surchauffe, on va parler de surchauffe des prix. Je le disais, 7,1% d'augmentation sur un an, mais sur 5 ans, c'est 25% de hausse. Jean-Marc Torolion, on parlera dans un instant des problématiques de financement, mais quand on voit ce pourcentage, 25% de hausse, est-ce que le ralentissement de la production de crédit n'était pas nécessaire pour calmer la flambée des prix ? Mais je pense que, en fait, s'il y a eu 25% de hausse, c'est aussi parce que le pouvoir d'achat de nos concitoyens a permis de gommer l'effet prix. En réalité, quand on regarde l'effet revenu, c'est-à-dire la hausse des revenus de nos concitoyens sur la même période de 5 ans, et l'effet taux, qui a été remarquable, la baisse des taux, on se rend compte que, hormis à Paris et dans quelques grandes villes de France, en réalité, la solvabilité de nos clients était plutôt très bonne, voire même s'améliore. Et donc finalement, il y avait bien un pouvoir d'achat qui s'est exprimé. Et si on a tant de transactions après tout, c'est qu'il y avait bien les moyens pour nos acquéreurs d'acheter. Donc le pouvoir d'achat immobilier des Français ne diminue pas? Alors, l'effet, c'est cette période-là qui est effectivement où on a dit... où on dit prudence. Pourquoi? Parce que la remontée des taux et des prix qui continueraient à remonter, on a ce qu'on appelle un effet ciseau
que l'on connaît bien, qui est qu'à un moment donné, l'équation budgétaire pour nos concitoyens ne passera plus. Et de ce point de vue, l'atterrissage des prix, voire une certaine baisse des prix, c'est ni plus ni moins que l'ajustement du marché à la réalité de nos acquéreurs en termes de pouvoir d'achat. J'aimerais bien avoir l'avis d'Olivier Landrevie, de Marie Laguerre. Olivier Landrevie, même question pour vous. Vous voyez une corrélation? Du coup, est-ce que le ralentissement, le gros coup de frein qu'on voit sur la production de crédit pourrait faire diminuer les prix? Alors, ma lecture est très proche de celle de Jean-Marc. J'ai envie de vous dire, quelle surchauffe? Elle est où la surchauffe? Certes, l'immobilier a pris 25% en 5 ans, mais on a tendance à oublier que les euros de 2022 ne sont pas les euros de 2017. Hein. La masse monétaire dans la même période a pris 36%. On paye aussi les conséquences d'une politique de planche à billets, excusez-moi d'appeler un chat un chat, qui a nécessairement des conséquences sur la valeur de tous les actifs. Ensuite, si on remonte un peu plus dans le temps, on oublie aussi que dans les 10 années qui ont précédé, l'immobilier a stagné. Si bien que si on fait le bilan sur 15 ans, l'immobilier a pris 27%, et sur la même période, les salaires ont pris 33%. La masse monétaire, elle, a pris 93%. Marie Laguerre, même question pour vous, mais surtout, est-ce que vous constatez peut-être des problématiques davantage de difficultés de la part de vos clients à vendre au prix? Oui, absolument. C'est une tendance qui s'installe de plus en plus. Autant au premier semestre 2022, on avait cette problématique sur des biens qui pouvaient apparaître, enfin qui pouvaient avoir certains défauts, comme des rez-de-chaussée, des 6e étages sans ascenseur ou autres. Et depuis juin, juillet, on va dire, et je pense que ça va s'inscrire sur le 2e semestre 2022, je trouve que beaucoup de biens sont concernés par ça. Il y a moins d'appels, donc forcément les délais de vente se rallongent aussi, et forcément un peu plus de négociations sur les prix. Donc on vend peut-être moins cher et on met plus de temps pour vendre. Exactement. Ouais. Jean-Marc Torolian, dans le baromètre de la FNAIM, vous écriviez ces mots: la crise économique se diffuse lentement mais sûrement et le marché du logement est en train de s'infléchir. Est-ce que ça y est? Est-ce que l'euphorie immobilière qu'on a connue ces dernières années est terminée? Est-ce qu'on est en train d'entrer dans un nouveau paradigme de marché? De mon point de vue, oui. Pourquoi? Parce que les choses quand même se complexifient un petit peu. Alors, on peut noter malgré tout une baisse aussi importante de la confiance des ménages, et ça peut induire certains comportements des acteurs du marché. Mais c'est complexe, pourquoi? Parce que nous avons une hausse des taux, nous en parlions, nous avons quand même une perspective économique qui reste j'allais dire, à surveiller, parce que les nuages s'amoncellent malgré tout. Et on a une explosion du coût de l'énergie qui est en train de rebattre les cartes de l'approche de son bien immobilier, voire même de son coût de fonctionnement. Et on a cette fameuse interdiction de louer pour des logements classés F ou G qui est en train d'arriver à toute allure et qui concerne quand même des millions de logements. Et donc, je me mets à la place d'un acquéreur ou à la place d'un vendeur. La lecture aujourd'hui de mon bien immobilier, la lecture économique, la notion d'actif finalement, je dois l'appréhender sur une échelle quand même assez complexe. Et donc moi je crains l'attentisme, et d'ailleurs on avait fait un sondage au 30 juin 2022, il me semble qu'on était d'ailleurs ensemble, Olivier, quand on l'a commenté, et ce sondage, lors de la conférence de presse que nous avons faite, laissait clairement entendre que pour les acquéreurs, ce n'était plus, et c'est les Français qui nous le disaient, peut-être plus le bon moment d'acheter, ça restait encore le bon moment de vendre pour les vendeurs. Et d'ailleurs, je pense que la bonne tenue du marché immobilier en 2022 sur le 3e trimestre, elle est due à une accélération d'un certain nombre de projets liés à la hausse des taux et liés aussi à des vendeurs qui ont le sentiment que c'est encore le bon moment de vendre, l'avenir n'étant pas sûr de ce point de vue-là. Marie Laguerre, je vous hocher de la tête, vous êtes d'accord? C'est peut-être plus trop le moment d'acheter en ce moment? En tout cas, nous, on constate vraiment ce décalage entre les vendeurs et les acquéreurs. Les vendeurs qui pensent vraiment que c'est le moment de vendre, et encore, il faut se dépêcher pour vendre, c'est ce qu'ils pensent. Et les acquéreurs qui sont plus hésitants, qui sont très stressés par le financement.
Il y a ceux qui appréhendent, il y a ceux qui regrettent de ne pas avoir emprunté plus tôt. Il y a ceux qui ont peur de prendre la mauvaise décision en se positionnant sur un bien trop rapidement. Il y a ceux évidemment qui ont peur de cette hausse des taux et ceux qui pensent ne pas être finançables. Ben, vous allez tout nous redire d'ici un instant. Merci beaucoup Marie. Jean-Marc Torolion, merci pour votre point sur les prix. Restez avec nous, on va justement parler du crédit. C'est le point sur le crédit. Et Olivier Andrevie, je me tourne vers vous. Alors pour commencer, les taux moyens en septembre, qu'est-ce que ça donne? On parle d'une relative stabilité temporaire. Est-ce que c'est ce que vous constatez? Alors, d'abord, ça a beaucoup monté cet été. Hein, si je prends la photo au mois d'août, nos clients se sont financés en moyenne à 1,78 sur 20 ans et à 1,94 sur 25 ans. On a une trêve en cette rentrée. Alors, il y a très marginalement quelques acteurs qui ajustent un tout petit peu leur taux, mais aussi bien à la baisse qu'à la hausse. Donc, on va dire que c'est relativement insignifiant. Donc, on a une trêve. Je pense qu'elle sera de courte durée parce que quand je vois l'État français la semaine dernière qui se finance à 2,52% sur les marchés et que je vois qu'on continue à avoir des offres de financement pour nos clients autour de 2, je pense que la fenêtre va se refermer très vite. Il n'est pas tenable dans la durée que les Français se financent pour leurs projets, mais c'est très bien pour eux, se financent à des taux inférieurs à l'État français et donc encore beaucoup plus inférieurs aux coûts de refinancement des banques qui, eux, sont encore plus élevés. Vous allez nous donner vos pistes pour réussir à emprunter en 2022 encore, mais d'abord, on va revenir sur le taux d'usure. Alors, je vais essayer d'expliquer aussi bien que vous la méthode de calcul du taux d'usure. Alors, pour rappel, elle se base sur la production de crédit du trimestre précédent sur les fonds décaissés, c'est-à-dire les fonds qui sont réellement versés par les banques. Il s'agit donc d'emprunts dont les conditions ont été négociées plusieurs mois auparavant dans un autre paradigme de marché compte tenu de la rapidité de la remontée des taux. Cette méthode va être revue, elle sera maintenant basée sur le mois précédent et non plus le trimestre précédent, ce qui devrait permettre de rendre le taux d'usure un peu plus réaliste, un peu plus corrélé aux réalités du marché. Olivier Landrevie, le prochain taux d'usure doit être publié normalement début octobre. À quoi on doit s'attendre? J'ai beaucoup de mal à vous répondre parce que en réalité, c'est une boîte noire de mon point de vue. La première question qui se pose, c'est quand vous dites le trimestre précédent, c'est quoi le trimestre? Parce que le taux d'usure, on nous l'annonce en fait avant la fin du trimestre. Le taux d'usure qui sera annoncé sans doute autour du 25 septembre, si on dit que c'est dorénavant calculé sur le dernier mois du trimestre précédent, ça voudrait dire le mois de juin. Bon. Et le mois de juin, ne pas oublier que le thermomètre de la Banque de France, il est sur des décaissements par les banques, autant dire des passages chez le notaire. Donc en réalité, si on prend les décaissements de juin, en supposant que ce soit la bonne interprétation, ça veut dire qu'on est sur des décisions de crédit prises par les banques et donc des décisions de taux prises 3 mois plus tôt, on va dire en moyenne. Donc on serait sur des décisions qui remonteraient au mois de mars ou au mois d'avril pour être généreux. Tout ça pour fixer un taux d'usure qui va ensuite s'appliquer jusqu'au 31 décembre. Donc vous voyez qu'il y a des effets de latence qui sont beaucoup plus forts que ce qu'on croit généralement quand on dit qu'il y a un décalage de 3 mois. Et vous avez beaucoup milité pour augmenter ce taux d'usure. Alors on rappelle que son objectif quand même, l'objectif du taux d'usure est de protéger les Français de taux d'intérêt trop élevés. Si on augmente trop le taux d'usure, qu'est-ce qui protégerait les Français d'une flambée des taux d'intérêt? Alors je vais recentrer un tout petit peu votre définition. La vocation originelle d'un taux d'usure, c'est de protéger les emprunteurs de comportements abusifs, on va dire de comportements de prédation de la part des prêteurs. Alors moi, personnellement, je n'ai pas encore rencontré de Français qui se soient surendettés et mis dans une situation de ruine personnelle en ayant emprunté pour son logement à 2%. J'aimerais beaucoup qu'on m'en présente, je n'en connais pas. Les situations de surendettement, elles sont systématiquement liées à des empilements de crédits court terme à des taux beaucoup plus élevés que 2%, combinés à des accidents de la vie, divorce, maladie,
etc. On a beaucoup entendu les courtiers sur ce sujet. Je me tourne vers vous, Marie Laguerre. Est-ce que vous avez constaté aussi une augmentation des taux de refus de financement à cause de ce taux d'usure? On sait qu'il y a une étude qui est sortie pendant l'été d'Opinion System, qui a été réalisée pour 6 associations de courtiers et qui disait que 45% des dossiers étaient refusés majoritairement à cause du taux d'usure. Vous le constatez, vous, au quotidien? Oui, absolument. Sur des profils qui n'étaient pas, auxquels on s'y attendait pas du tout, on a forcément les primo-accédants à qui on demande de doubler leur apport. On a également les investisseurs qui, eux, proposent, enfin en tout cas demandent des dossiers avec le moins de cash possible. Or, pour essayer de faire un investissement locatif, ils essayent d'aller chercher l'effet de levier du crédit, donc sans épargne. C'est pareil, ça va être des refus qui vont être presque systématiques, en tout cas pour ce type de profil. Et après, on a, encore plus étonnant, des profils de cadres plus qui, eux, ont des très bons salaires, mais qui ont déjà un taux d'endettement qui est déjà un peu trop élevé pour faire un nouveau projet. Donc tous les profils sont aujourd'hui concernés. Oui. On a entendu des banques qui ont annoncé qu'elles arrêtaient de travailler avec les courtiers compte tenu de ces problématiques de financement. Marie Laguerre, une question volontairement peut-être un peu provocatrice pour Olivier Landrevie qui est avec nous. Est-ce que, compte tenu des problématiques de financement via les courtiers, est-ce que vous conseillerez de passer en direct auprès de sa banque? Je répondrai pas comme ça. Je vais dire que je conseille toujours de passer par un courtier, en plus de faire une demande parallèle à sa banque. Je trouve que les courtiers ont quand même une vision du marché plus globale par rapport à un emprunteur qui va voir forcément uniquement sa banque. Ils ont une force de rapidité beaucoup plus impressionnante. Et après, on va dire qu'ils connaissent également les stratégies commerciales de chacune des banques. Entre la banque qui veut prêter uniquement à ses propres clients, celle qui est intéressée uniquement par les cadres, par les gérants ou autres, et celle qui décide d'augmenter volontairement ses taux pour exclure d'autres clientèles. Et en plus de ça, ces stratégies commerciales qui peuvent changer tous les mois, je conseille évidemment toujours de passer par un courtier pour avoir... Oui, ils permettent d'aller directement vers la banque qui sera intéressée par notre profil. Et ne parlons pas du taux, effectivement, qui peut aussi être compétitif grâce à un courtier. Olivier Landrevie, quelles sont les solutions aujourd'hui pour réussir à emprunter? On a beaucoup parlé d'un retour du taux variable. Alors, capé, est-ce que c'est ce que vous constatez? Alors, tout d'abord, si vous me permettez de revenir très rapidement sur la dernière question. J'en étais sûr. Allez-y, c'est de bonne guerre. Non, mais c'était une excellente réponse qui me va très bien. Mais je vais enfoncer le clou. Il y a quelque chose qui a profondément changé depuis le début de l'année. C'est quand on pouvait emprunter à 1%, toutes les banques étaient dans un mouchoir de poche. Le 1%, on le trouvait à peu près partout avec des variations qui étaient très faibles. Depuis la remontée des taux, on a des réactions de la part des banques qui sont très différentes parce que ça dépend de leurs équilibres financiers, ça dépend de leurs anticipations sur éventuellement la suite de la situation géopolitique. Bref, et donc on recommence à avoir des écarts extrêmement forts qui peuvent être en ce moment facilement de 50 centimes de taux. Hein. Voilà. Donc il faut donc les courtiers retrouvent tout leur rôle. Ah, donc justement, sur ce retour du crédit à taux variable, les courtiers peuvent aider à négocier. Comment on négocie bien un taux variable capé? Alors on ne négocie pas différemment un taux variable d'un taux fixe, hein, très fondamentalement. Ce sont les mêmes leviers, c'est-à-dire qu'il faut présenter un dossier qui est déjà à la base un dossier solide. Il faut avoir un historique bancaire impeccable. Voilà, donc on est sur les mêmes leviers. Après, ça peut être une bonne solution, hein, le taux révisable capé. Sans doute pas aveuglément pour tout le monde, mais pour certains publics, et notamment sur de l'investissement locatif, c'est quelque chose qui peut tout à fait avoir du sens. Il y a aussi des formules, de nouvelles formules qu'on commence à voir apparaître qui sont intéressantes, qui sont des taux mixtes, avec une période initiale qui peut aller de 6 à 10 ans avec un taux fixe, mais qui va être un taux fixe beaucoup plus faible qu'un taux fixe à 20 ou 25 ans. Ensuite, il existe beaucoup d'autres leviers hein, que simplement le taux révisable pour essayer de se glisser sous le taux d'usure. Il y a quand même le sujet de l'assurance emprunteur qui mérite d'être regardé. C'est souvent un levier puissant. Il y a ensuite, alors pour des clients qui ont une surface, qui sont à l'aise sur le plan financier, avec des beaux revenus, il y a aussi le levier du raccourcissement de la durée. Vous pouvez avoir eu une première offre à 20 ans qui était votre durée idéale, qui vous emmène au-dessus du taux d'usure, et si vous ressollicitez la même banque pour
un amortissement sur 15 ans, vous aurez un taux sensiblement inférieur qui peut permettre de se glisser sous le taux d'usure. La difficulté de ça, c'est que ça va faire monter votre taux d'endettement. Donc, si vous étiez déjà proche des 35%, vous risquez à ce moment-là d'être pris par les normes HCSF. C'est encore une autre difficulté. Merci beaucoup Olivier Landry pour ce point sur le crédit. On va parler maintenant de la location, c'est la troisième partie. Marie Laguerre, alors, gel des loyers des passoires thermiques, encadrement des loyers, plafonnement de la hausse des loyers, transition énergétique. À quoi bon faire de l'investissement locatif aujourd'hui? Est-ce que c'est toujours rentable? On a plutôt envie, j'ai envie de dire, d'aller vers des solutions d'investissement qui demandent un peu moins de gestion. Oui, après, alors oui, en effet. Ceci dit, l'immobilier, il faut le voir toujours, encore et toujours, comme un investissement long terme. C'est un investissement locatif avec un bien en direct, c'est une solution qui répond à beaucoup de stratégies patrimoniales. Ça permet d'avoir des compléments de revenus, ça permet de transmettre un bien, ça permet de préparer sa retraite et ça rassure également beaucoup de Français d'avoir un actif tangible. Après, ça reste aussi toujours intéressant parce que malgré le fait qu'il y ait beaucoup de gestion effectivement à prévoir, si on se penche du côté de la fiscalité, c'est toujours une option patrimoniale intéressante. Mettons par exemple qu'on prenne un investissement dans un petit appartement ancien, en prenant l'effet de levier du crédit plus le fait qu'on puisse le mettre en meublé, cela nous permet de se créer du patrimoine sans alourdir sa fiscalité. Donc oui, je pense que c'est toujours une option intéressante. Par quoi vos clients aujourd'hui sont les plus stressés? Vous avez le choix entre les taux d'intérêt qui augmentent, les prix qui augmentent ou le taux d'usure, ou la peur de ne pas avoir de crédit? C'est le financement. C'est vraiment le financement avant tout, oui, absolument. On leur demande de doubler ce qu'on disait tout à l'heure, leur apport, que ce soit pour la résidence principale ou l'investissement locatif, justement. Mais c'est clairement ça. Comment ils ont accueilli l'annonce du gel des loyers des passoires thermiques et du plafonnement de la hausse à 3,5% sur l'ensemble du territoire? Panique à bord. Panique à bord. Alors, je pense que c'est bien de rappeler ce que c'est que le gel des loyers depuis le 24 août dernier. Eh ben, allez-y. Parce que, vraiment très rapidement, mais parce que, en fait, nous, on constate, enfin, nos propriétaires bailleurs qui nous ont appelés et qui sont persuadés, enfin, généralement, ils ont assez raison, d'avoir des passoires thermiques, donc les appartements classés F ou G. Ils pensent tous unanimement que leur locataire peut ne plus régler le loyer depuis le 24 août. Donc non, il faut bien rappeler ce que dit la loi. Que ce n'est pas le cas. Gel de loyer, ça ne veut pas dire arrêt des paiements du loyer. Ça veut dire que vous ne pouvez pas réaugmenter votre loyer, ni dans le cadre de la révision annuelle avec l'IRL, ni dans le cadre d'un renouvellement du bail. Ça, c'est intéressant. Il y avait une mauvaise compréhension de la part des bailleurs de cette loi. Alors moi, c'est unanime. Ils ont vraiment eu tous peur de ne plus avoir de loyer qui rentre depuis le 24 août. Donc on est là pour les rassurer sur ce point. Ok. Et le 3,5%, le plafonnement de la hausse à 3,5%, ça aussi, panique à bord? Moins. Je crois que ce qui leur fait le plus peur, c'est vraiment ces notes avec le diagnostic de performance énergétique, car ce n'est pas parce qu'on est investisseur locatif qu'on sait gérer des travaux et qu'on peut avoir une idée globale sur la rénovation de notre bien. Donc en fait là, il y a une énorme inconnue plutôt sur ça que sur le gel sur les 3,5. Jean-Marc Torolion, je me retourne vers vous quelques instants très rapidement parce que vous avez beaucoup pris la parole au moment des discussions sur la loi climat et résilience qui prévoit donc l'interdiction progressive de la location des passoires thermiques. Comment encourager la rénovation énergétique des passoires thermiques sans sanction pour les bailleurs? Oui, c'est une vraie interrogation parce qu'il faut mesurer en fait le risque. Et après, je vais vous répondre. Quel est le risque aujourd'hui? Le risque sur le parc privé locatif uniquement, et je parle uniquement des F et G, il porte sur un peu plus de 1 500 000 logements. Pour vous donner un ordre d'idée, à Paris, en Île-de-France, 27% du parc privé locatif est classé F ou G. Imagine-t-on un instant que dans 5 ans ou 6 ans, 27% du parc ne soit plus louable, c'est-à-dire que tous les locataires reçoivent un congé pour vente. Alors évidemment, je caricature un petit peu, mais pas tout à fait. Parce que comme le soulignait madame,
la difficulté, elle est à la fois technique et juridique. Elle est technique dans la mesure où on n'a des fois aucune solution pour sortir de l'indécence énergétique, et notamment parce que l'effet de seuil sur l'émission de gaz à effet de serre pénalise très durement le chauffage gaz. Donc vous pouvez être en D au niveau de la consommation et rester en F au niveau de l'émission de gaz à effet de serre, ce qui ne fait pas de ce logement-là un taudis. La deuxième chose, c'est que nous avons quand même un enjeu sur le fait que 70% du parc privé locatif est en copropriété. Et donc, on a un problème, c'est qu'il faut mettre en route la copropriété pour aboutir à la rénovation. Il faut donc une solidarité entre tous les copropriétaires. Or, cette solidarité, juridiquement, elle n'existe pas. Et c'est ce que j'ai dit à Olivier Klein. Je lui ai dit, attention, voilà ce qui va se passer. Vous avez des bailleurs qui vont assigner leur copropriété qui aura refusé d'enclencher un mouvement de rénovation énergétique en leur demandant de prendre en charge le loyer qu'ils ne pourront plus percevoir. Donc on est face quand même à un enjeu juridique et technique sur lequel on a des propositions et on va les faire. Mais j'estime qu'aujourd'hui, on n'est pas sérieux quand on aborde ce sujet-là tel qu'on le fait. Parce on va mettre sur le carreau des centaines de milliers de logements et on n'en a pas les moyens. On rappelle Olivier Klein qui est le ministre du Logement et qu'effectivement vous avez rencontré il y a quelques semaines en tant que président de l'AFNAIM. Marie Lagarde, vous êtes d'accord, on n'est pas sérieux quand on parle d'un calendrier, quand on regarde le calendrier de la loi climat et résilience, on n'est pas sérieux? Il est très serré et vraiment trop strict. C'est vraiment trop rapide. Il ne faut pas oublier que les gens qui ont des locataires en place vivent eux-mêmes parfois dans des appartements qui ne sont pas forcément des bons appartements, entre guillemets. Donc on va demander à des propriétaires bailleurs parfois de faire gagner des lettres, en tout cas, sur leurs appartements, alors qu'eux-mêmes vivent dans des appartements F ou G. Et après, on leur demande aussi effectivement d'aller plus vite que ce qu'on demande aux copropriétés. Alors que le plus judicieux, selon moi, ça aurait été de caler les mêmes calendriers des appartements sur les copropriétés. Mais sans ce risque de sanction, d'interdiction de la location, est-ce que vous pensez que les bailleurs seraient suffisamment incités à rénover les logements? En tout cas, suffisamment vite, parce que vivre dans une passoire thermique, c'est quand même... Oui, peut-être. En effet, non, mais il faut quand même garder à l'esprit que ça part. On s'inscrit dans quelque chose vraiment de sociétal et de positif, c'est sûr. Après, il y a des gens. Encore une fois, si on parle que des investissements locatifs, souvent les bailleurs ont des crédits en face. Ça leur permet, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir des compléments de revenus. Parfois, c'est leur retraite. Donc, si demain on leur demande de rénover entièrement leur appartement, ce qui est bien pour le locataire, ça peut aussi correspondre parfois à 1 an, 2 ans de loyer sur le budget travaux à mettre dedans. Donc, il va falloir... C'est bien, mais il faut les aider. Et justement, pour terminer, quels sont les conseils que vous pouvez donner aux bailleurs, aux personnes qui veulent faire de l'investissement locatif ou qui en font déjà aujourd'hui, qu'ils soient propriétaires d'une passoire thermique ou pas, finalement, quels conseils aujourd'hui pour faire l'investissement locatif? Toujours la même chose en immobilier, c'est-à-dire pourquoi je veux faire ça, quelle est ma stratégie patrimoniale derrière. Une fois que j'ai considéré qu'effectivement investir dans l'immobilier, ça répondait à ce que je souhaite, voilà, regardez la copropriété. Qu'est-ce que je peux faire au sein de la copropriété? Est-ce qu'il y a déjà une dynamique qui est en cours? Est-ce qu'on ne peut pas lancer des audits ou lancer des devis déjà pour avoir une idée de cette passoire thermique? Est-ce que voilà, la toiture dans quel état elle est, la façade, etc. Et après, au niveau de l'appartement, en tant que tel, alors 2 options, hein. S'il est déjà loué, je pense qu'il faut instaurer un dialogue avec son locataire en lui permettant peut-être... en lui proposant peut-être de mettre un échéancier en place dans le temps, mais c'est-à-dire pas le rénover entièrement tout de suite. Et si l'appartement est vide, voilà, est-ce que je le garde tout de suite ou est-ce que je fais des travaux? Donc aujourd'hui, nous, les bailleurs qu'on a au téléphone qui ont un appartement vide paniquent et veulent vendre leur appartement. Il faut faire attention à ça parce que c'est un peu la double peine, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir le vendre, mais ils vont forcément connaître une décote, parce qu'il y a énormément aujourd'hui d'appartements petite surface F et G en vente. Donc il y aura cette décote liée au nombre d'offres, liée à la note. Et souvent, comme c'est un investissement locatif, il y a l'impôt sur les plus-values. Donc c'est un peu, voilà, ne pas prendre des décisions trop rapidement, vraiment tout repeser, le pour et le contre, ne pas se précipiter, voilà. Et parfois, il vaut mieux se dire,
Je fais des travaux tout de suite, pareil aussi, ne pas, quitte à faire allouer une petite enveloppe pour rénover son appartement, ne pas se dire je vais juste changer mon simple vitrage en double vitrage, parce que si derrière le système de chauffage de l'appartement est pourri, ben, ça ne sert à rien, ou inversement. Voilà, essayer toujours d'avoir une vision globale de l'affaire. Donc pas de précipitation, ça sera Surtout le mot pas. de la fin que je garde avec nouveau paradigme de marché également. Merci beaucoup Marie Lagarde, merci Olivier Landreville, merci Jean-Marc Torolion d'avoir été avec nous et merci à vous de nous avoir suivis pour cette rentrée. Je vous dis à très bientôt pour un prochain Point Immo.